Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un sujet qui touche notre quotidien à tous, les politiques sociales. Impôts, aides, services publics, on en entend parler tout le temps. Mais au fond, à quoi ça sert tout ça? C'est ce qu'on va essayer de démêler ensemble. Alors, pour commencer, on va attaquer direct avec une question qui fâche un peu, une idée qu'on entend souvent. Est-ce que la redistribution, au fond, c'est pas juste prendre l'argent des riches pour le donner aux pauvres? En gros, une sorte de vol légal. Bon, pour pouvoir répondre à cette question, il faut d'abord qu'on soit tous d'accord sur les termes. C'est quoi exactement une politique sociale? Le concept clé, vraiment au cœur de tout ça, c'est ce qu'on appelle la redistribution. Alors, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est le mécanisme qui vient corriger un peu la façon dont les richesses sont réparties au départ. L'idée, c'est d'avoir un double objectif. D'un côté, plus de justice sociale, et de l'autre, créer une sorte de filet de sécurité pour tout le monde face aux aléas de la vie, comme la maladie ou la perte d'un emploi. Et comment ça marche concrètement? C'est assez simple en fait. Ça se passe en deux grandes étapes. D'abord, il y a ce qu'on appelle les prélèvements. L'État collecte de l'argent, principalement avec les impôts et les cotisations sociales. Et ensuite, deuxième étape, les reversements. Cet argent est redistribué soit directement via des aides, ce qu'on appelle les prestations sociales, soit indirectement via les services publics auxquels tout le monde a accès. Et là, c'est important de voir qu'il y a deux logiques bien distinctes derrière tout ça. On a d'un côté la logique d'assurance. C'est un peu comme une assurance voiture. On cotise et si un jour on a un pépin, comme perdre son emploi ou partir à la retraite, eh bien on reçoit une indemnité. C'est le cas pour l'assurance chômage ou les retraites. Et de l'autre côté, on a la logique d'assistance. Là, c'est différent. C'est de la pure solidarité. On aide les personnes en situation de grande pauvreté, même si elles n'ont pas pu cotiser avant. L'exemple le plus connu, c'est le RSA. Et c'est là qu'on touche à un point vraiment essentiel et peut-être un peu surprenant. On pourrait croire que la redistribution, c'est juste une histoire d'aider les pauvres, mais en réalité, ça va beaucoup plus loin. Le système est pensé pour avoir des avantages pour l'ensemble de la société. Comment ça? Eh bien, premièrement, ça stabilise l'économie. Quand on donne un peu de pouvoir d'achat à ceux qui en ont le moins, ils vont consommer. Et cette consommation, elle fait tourner les entreprises, donc elle bénéficie à toute l'économie. Et puis, il y a la paix sociale. En réduisant les inégalités les plus criantes, on évite aussi les tensions, les conflits, ce qui est au final une bonne chose pour tout le monde. Et au-delà de ça, il y a des bénéfices très directs pour chacun d'entre nous. Pensez-y. Les services publics, comme les écoles, les hôpitaux, les routes, la sécurité, tout le monde en profite, peu importe son niveau de revenu. Et puis il y a ce fameux filet de sécurité. Personne n'est à l'abri d'un accident de la vie, une maladie grave, une faillite. La protection sociale, c'est une assurance collective qui nous protège tous. Bon, tout ça c'est la théorie, mais dans la pratique, est-ce que ça marche vraiment? Regardons un peu les chiffres pour voir l'impact réel de la redistribution. Alors, si on regarde la situation avant l'intervention de l'État, c'est-à-dire avant les impôts et les aides, l'écart est vertigineux. Les 10% les plus riches gagnent en moyenne 18 fois plus que les 10% les plus pauvres. C'est énorme. Maintenant, attention. Une fois que le système de redistribution a fait son travail, cet écart, il fond littéralement. Il passe de 18 fois à peine plus de 3 fois, précisément 3,28. On passe donc d'un rapport de 1 à 18 à un rapport de 1 à 3,28. C'est quand même la preuve que ce système a un pouvoir de correction absolument massif sur les inégalités. Bon, est-ce que ça veut dire que le système est parfait pour autant? Évidemment que non. Il a aussi ses défis, ses limites et il fait l'objet de pas mal de débats. La première question, c'est évidemment celle du financement. D'où vient tout cet argent? Eh bien, c'est un mix. Pour un peu plus de la moitié, ça vient des cotisations sociales, celles qui sont prélevées sur les salaires. Et le reste, ce sont des impôts et des taxes qui sont spécifiquement dédiés à ça. Et ce financement, c'est un vrai sujet de préoccupation. On entend souvent parler du fameux trou de la Sécu. C'est le déficit, quoi. On voit bien sur ce graphique qu'après une période d'amélioration, le déficit s'est à nouveau creusé ces dernières années, en grande partie à cause des dépenses de santé qui augmentent. Et puis, il y a d'autres limites à noter. Par exemple, tout le système n'est pas aussi redistributif qu'on pourrait le penser. L'impôt sur le revenu, oui, il est très progressif. Mais la TVA, qu'on paie sur presque tout ce qu'on achète, eh bien, elle est la même pour tout le monde. Du coup, en proportion, elle pèse beaucoup plus lourd dans le budget des ménages modestes. Autre exemple, le système éducatif. Parfois, il a tendance à renforcer les inégalités au lieu de les réduire. Donc, si on reprend notre toute première question, est-ce que c'est en vol? Eh bien, on voit que c'est beaucoup plus complexe que ça. On peut plutôt le voir comme une sorte d'investissement collectif, un pacte social qui permet à la société d'être plus stable, plus juste et au final plus prospère pour tout le monde. Ce qui nous laisse avec une dernière grande question, une question pour l'avenir. Face aux défis actuels, que doit-on faire de notre modèle social? Est-ce un héritage précieux qu'il faut préserver à tout prix
Ou est-ce un système qu'il faut oser réinventer complètement pour qu'il soit adapté au monde de demain? La question reste ouverte.